Quel a été le rôle des femmes africaines dans la critique du développement? Est-ce que le féminisme peut être pensé de la même manière en Europe et en Afrique? Et l'écoféminisme alors? Quels sont les modèles économiques inventés et organisés par les femmes africaines pour exister en dehors des radars de l'économie de marché? Quel a été l'impact des politiques d'ajustement structurel sur le mode de vie des femmes africaines? Je ne saurais pas répondre à ces questions, et c'est justement pour ça qu'avec Mariem Tamoussanang, on a été à la rencontre de Fatou Sow, une importante sociologue sénégalaise qui nous a donné des pistes de réflexion essentielles. Fatou Sow, c'est une sociologue sénégalaise, une des pionnières des études de genre en Afrique. Et je voulais l'interroger sur la manière dont le féminisme avait des choses à dire et le féminisme ancré dans des réalités de terrain, de société africaine contemporaine. La manière dont ce féminisme pouvait apporter une critique pertinente sur le modèle de développement dominant, et en même temps avoir son retour sur ce qu'on appelle l'économie de la subsistance, qui est une notion, un concept qui apparaît depuis quelque temps dans le champ du féminisme, et je voulais mettre ça en dialogue. Professeur Fatou Sow, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sociologue sénégalaise, féministe et chercheuse sur les questions de genre en Afrique. Pour commencer, j'aimerais vous demander comment s'est structurée la critique féministe de l'idéologie du développement, quelles ont été peut-être les étapes, les éléments clés, et même d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu une critique féministe et est-ce que ça a commencé tout de suite comme ça ou bien comment les choses se sont petit à petit formées, structurées, construites? C'est une bonne question, parce que la critique du développement n'a pas toujours été une critique féministe. La critique du développement a d'abord été une critique de la décolonisation des sciences sociales, de la décolonisation du savoir et de la décolonisation du modèle de développement. Ça, on peut le faire sans être féministe. Parce qu'en fait, lorsque à la fin des années 70, début des années 80, les Africaines créent l'AFAD, qui est l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, avec des noms de personnes connues, dont Marie-Angélique Savané du Sénégal, dont Achola Pala, Fatima Mernissi du Maroc, Achola Pala vient du Kenya, mais il y a plein d'autres femmes qui sont des universitaires. Beaucoup d'entre elles faisaient leurs études aux États-Unis et étaient confrontées à une montée du féminisme dans les études. Ces Africaines se sont posées contre le féminisme, qui est une conception occidentale. Mais ça, c'était évident à l'époque, parce que même aux États-Unis, ce qu'on appelait les women of color, je déteste le terme, c'est-à-dire toutes les noirs, hispaniques et autres minorités ethniques vivant aux États-Unis, qui n'étaient pas des femmes blanches, anglo-saxonnes, protestantes, ont remis en question le féminisme comme étant un féminisme de femmes blanches. Donc ça a été la première étape à la fin des années 70. Et c'est au moment où on arrive dans la décennie mondiale des femmes aux Nations Unies, parce que c'est à ce moment-là que le discours africain commence à se faire entendre. Les femmes, elles ont toujours lutté contre l'ordre colonial, contre plein de choses avant la colonisation, mais c'était des voix, disons, subalternes, alors que les voix dominantes étaient les voix des femmes blanches du Nord, d'un capitalisme dominant. Lorsque les Africaines arrivent à ce niveau de discussion, elles veulent d'abord décoloniser. Et si on décolonise également le féminisme qui est construit comme idéologie. Par exemple, les blanches américaines disaient que pour se libérer, il fallait travailler. Et toutes les femmes noires leur disaient, mais nous n'avons pas cessé de travailler dans vos champs de coton, nous n'avons pas fini de travailler dans vos maisons, à vous élever, à vous allaiter. C'est quoi ce travail qui libère? Et les Africaines ont eu cette même attitude de réaction contre le féminisme. C'est progressivement que le féminisme africain se crée, mais on est passé par plusieurs étapes. On a décolonisé, puis après on a post-colonialisé, puis après on a décolonialisé, puis après on a
on a afroféminisé. Donc il y a eu énormément d'étapes, mais c'est des étapes où on est toujours, on adopte un discours féministe à condition qu'il ne soit pas occidental, à condition qu'il ne soit pas blanc, à condition qu'il ne soit pas hégémonique, parce qu'hégémonique est arrogant. Donc les premières discussions sur de l'idéologie de développement, on a englobé le féminisme dedans. Parce que le féminisme était dans un discours dominant. Donc il fallait détruire ce discours dominant. Et quand les occidentaux ont commencé à parler des rapports de genre, des rapports de force entre les hommes et les femmes, les Africaines disaient, et les Asiatiques, et les femmes des Caraïbes disaient, mais non, le problème que l'on a, c'est le nord contre le sud, c'est le centre contre la périphérie. Et ça a été les premières étapes de la discussion autour des idéologies de développement. En disant, c'est pas nous, vous nous imposez. Et quand la mondialisation arrive, alors c'est encore plus global, parce que la mondialisation, là où les indépendances avaient mené les États africains à prendre un peu d'autonomie, un peu de pouvoir de décision dans les directions économiques, la mondialisation, elle broie tout, elle ramène à une reposition des terres par le grand capital. Je dois prendre l'exemple du Sénégal. On avait quand même réussi à nationaliser l'eau. Bon, on l'a redonnée à des compagnies étrangères. On avait nationalisé la production de l'arachide. Il y a beaucoup de choses qu'on avait nationalisées. Le téléphone, c'est une compagnie de téléphone sénégalaise brillante à l'époque. Ben, on l'a... alors, je ne sais pas si on l'a revendu ou redonné à Orange. On a l'impression que ce que nous avions conquis dans les premières années de l'indépendance, la mondialisation a fait renoncer à ces acquis. Et aujourd'hui, on a les grandes entreprises qui arrivent de manière toujours aussi arrogante, aussi forte. De Total à Auchan, on a tout un espace. Donc la critique du modèle de développement, avant qu'on ne mesure comment ça affectait les populations et comment ça affectait les femmes, on a d'abord mesuré comment ça affectait le continent, comment ça affectait les États, surtout à une époque où arrivent toutes ces politiques des ajustements structurels. Voilà, d'ajustements structurels. Dans un premier temps, au fond, la critique, enfin ce qui a été observé, noté par les féministes, c'est surtout que le mouvement de fond de la libéralisation des économies a surtout réouvert l'accès, la propriété à du grand capital, à des entreprises extérieures, ou en tout cas a contribué plutôt à déposséder. Déposséder, mais ça a également contribué à fragiliser les États. Okay. À fragiliser la gouvernance, parce qu'on a décidé qu'elle était mauvaise. Alors, c'est vrai qu'elle avait beaucoup de mauvais aspects, mais ça a décrimisé les États, ça les a fragilisés. On avait quand même toute une série de coups d'État militaires qui étaient liés au fait que les États étaient devenus fragiles. Et, et les conditionnalités imposées aux États pour avoir accès à des fonds a fait que l'État a dû couper des fonds sociaux, les fonds pour l'éducation, pour la santé, tout ce qui affecte directement la vie des familles. Et là, on s'est rendu compte de l'importance du rôle des femmes à ce niveau-là. Parce que le rôle qui est supposé être des rôles naturels, des rôles subalternes, après tout, nous sommes là, nous pour procréer, reproduire la famille et l'entretenir. Ça est partie de nos tâches culturelles et religieuses. Parce que aussi bien l'islam que le christianisme nous recommandent d'être de bonnes épouses et de bonnes mères. C'est là qu'on se rend compte du poids de ces politiques d'ajustement structurel sur la situation globale de la société, mais comment ça affecte de manière plus directe les femmes. Il y a énormément d'études aujourd'hui qui sont publiées sur cette question, oui, les études de genre. Voilà. Mais il y a beaucoup de questions, et si je peux continuer, c'est que, parce qu'en même temps qu'on fait cette critique, mais on se rend compte de l'importance du rôle des femmes. Parce que le rôle des femmes, là où le grand capital pouvait se permettre de ne pas payer des employés, de ne pas leur donner des droits médicaux,
Un ouvrier qui est malade, il n'est pas soigné par sa compagnie, mais il est soigné par sa femme. Avec ses bouts de ficelle, son recours chez le marabout, Voilà, ou utilisant des plantes, etc. Mais elle entretient cette force de reproduction. Oui. C'est-à-dire quand il est malade et qu'il rentre à la maison, elle l'entretient, elle le revigore, elle le remet en force, mais elle le renvoie à l'usine. Donc là, on se rend compte. Il y a, avec les politiques d'ajustement structurel, beaucoup d'hommes qui ont perdu leur emploi. Parce qu'on a demandé de déflater, c'était le mot. On a déflaté la fonction publique, on a déflaté la main-d'œuvre dans les usines. Donc beaucoup de gens, beaucoup de pères de famille se sont retrouvés sans emploi et sans ressources. Mais les femmes, elles ont dû aller au marché, elles ont dû se mettre à faire la couture. Là où il y a des pays où, pour les femmes, faire la cuisine et vendre dans la rue, ça fait partie de leur coutume. Ici, ce n'est pas partie de la coutume. On a eu de plus en plus de femmes qui sont mises dans la rue à vendre des légumes, à vendre des plats cuisinés. Tous les tanganas qui étaient dirigés par les hommes, maintenant on voit des femmes. Tout ça, c'est ce qu'on a appelé la crise. Bon, l'Afrique est en crise, est en crise multiple et séquentielle. Mais ces périodes de crise, surtout avec les politiques d'ajustement structurel, quand on critiquait l'idéologie du développement, a montré l'importance du rôle des femmes. Parce qu'elles sont là, quoi qu'il arrive, les enfants vont manger. Quoi qu'il arrive, on va soigner la famille. Quoi qu'il arrive, que les hommes entretiennent ou n'entretiennent pas, une femme va faire bouillir sa marmite. Alors avec quoi, on ne sait pas. Comment, on ne sait pas. Mais c'est quand même le rôle de la reproduction, ce qu'on appelle la reproduction sociale, l'importance que ça a pour la famille et pour l'économie. Ça a été quand même absolument indiqué dans les critiques des idéologies de développement. Moi, j'ai lu pas mal d'articles qui parlaient au fond, des mères sociales. C'est un des thèmes qui a été développé par les critiques féministes, qui ont bien montré comment, au fond, le système de la dette dans lequel se sont retrouvés les pays africains nouvellement indépendants ont été contraints d'accepter les politiques d'ajustement structurel qui ont affecté en premier lieu les secteurs des services publics que sont la santé et l'éducation, et que ce sont les femmes en fait qui se sont retrouvées derrière à devoir assurer toute la reproduction et le travail de soins collectifs pour faire tenir la société au fond. Vous savez que à l'époque coloniale, les femmes sont considérées comme les ménagères. Qu'elles travaillent dans les champs, ou qu'elles travaillent dans le petit commerce, ou qu'elles travaillent dans l'artisanat, leur travail n'est pas considéré comme du travail. Même si dans la culture wolof, quand on parle des femmes, on parle de travail, ligué. Ligué, c'est le travail. Et souvent, quand un enfant réussit, on lui dit toujours, tu as réussi parce que ta mère a travaillé. Ligué yundei, le travail de la mère. Donc ce concept féministe de travail dans la famille que l'on retrouve dans la littérature féministe des années 70-80, il existait déjà ici. Parce qu'elle considérait que les tâches domestiques, c'est du travail. C'est le même terme. C'est le même terme. Donc là, mais la colonisation, ce qu'elle a fait des politiques de protection maternelle et infantile. C'est-à-dire qu'on a mis des centres qui accueillent les femmes, surtout quand elles étaient enceintes, suivre leur grossesse, suivre à l'accouchement, et suivre les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc il y a plein de PMI, qui sont PMI, protection maternelle et infantile. Ça, c'est la politique coloniale. Et les Africains sont habitués à cette... c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en état d'enfanter, jusqu'au moment où vous terminez votre maternité, l'administration coloniale vous prend en charge. Bon, mais alors entre 5 ans et 20 ans, c'est un peu difficile. Et après, vous n'existez pratiquement plus pour les structures coloniales de santé. Et vous êtes dans le grand lot des soins de santé que l'on donne. Donc ça, on avait l'habitude de ça. Mais on s'est rendu compte, dans les petits ajustements structurels, ce qu'on a surtout demandé aux États, c'est de couper sur les dépenses sociales. Donc on a coupé sur l'éducation, les écoles. Ils ont décidé d'ailleurs que les Africains n'avaient pas besoin d'enseignement supérieur, que l'enseignement primaire, c'est ça qui suffisait. Il suffit que les enfants sachent lire et écrire, bon, en français, alors peut-être en anglais ailleurs.
et puis leur faire une formation. Alors, pas tous ces universitaires qui sont philosophes, juristes, alors peut-être quelques médecins, mais surtout des infirmiers. Donc, on a vraiment les politiques d'ajustement structurel, on nivelle par le bas les fonds en demandant aux politiques, c'est ça que vous devez faire. Donc, on a coupé sur les dépenses sociales, sur les dépenses de santé. Ce qui fait que les femmes se sont retrouvées en train de s'occuper de la famille, mais s'occuper des malades. Et on a retrouvé beaucoup de femmes dans les soins de santé. Comme il n'y avait plus assez d'infirmiers, les femmes étaient autorisées à rester avec leurs malades. Comme il n'y avait pas d'infirmiers pour s'occuper d'eux, les épouses ou les filles venaient et s'occupaient de ces malades. Donc à ce niveau-là, on a beaucoup ressenti le poids qu'avait cette idéologie de développement qui, au fond, met un modèle qui n'est pas un modèle que les Africains ont choisi, mais qu'ils ont adopté. Et ils ont été contraints à adopter parce qu'il y avait des conditionnalités. Si on ne suivait pas ce modèle-là, on ne pouvait pas avoir accès au fonds. Alors justement, la question qui se pose, c'est celle d'un autre modèle, d'autres modèles, d'essayer d'imaginer d'autres formes qui sont beaucoup plus adaptées, en fait, tout simplement le développement endogène, quoi, de se dire que c'est tout à fait possible de construire un modèle de société avec une protection sociale adéquate qui s'inscrit dans les pratiques sociales et culturelles des populations. Et moi, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de la perspective de subsistance, qui a été un concept qui a été développé, en tout cas mis en avant par des chercheuses comme Maria Miss et Veronica Benold-Thompson et Claudia von Verloof. Ce sont des chercheuses occidentales, mais qui ont travaillé sur des terrains en Inde ou en Afrique. Et qui proposent, à partir de cette idée de l'économie de la subsistance, l'économie de tout le travail de reproduction, de tout le travail du care, mais dans un cadre où il n'est pas parasité par une économie capitaliste mainstream dans ses fondements, parce que en fait, cette perspective de subsistance, qu'elle permet de changer le cadre un peu conceptuel de la façon dont on comprend et on appréhende l'économie, en montrant tout simplement que, par exemple, le marché, cette fiction du marché, elle correspond à une réalité, mais qui est cadrée, en fait, qui correspond à la vente des surplus, tout simplement, de l'économie vivrière, en fait, des cultures vivrières. Et cette perspective de subsistance, elle permet, je trouve, aujourd'hui, de penser un peu autrement et pour voir comment est-ce que les femmes peuvent avoir un rôle beaucoup plus important et on peut changer les mécanismes à partir desquels on construit nos économies contemporaines. Je pense qu'il y a plusieurs concepts qui ont été utilisés et qu'on a besoin de déconstruire et de relire. D'abord, la question du développement endogène. La question du développement endogène, elle apparaît en même temps que la critique du développement global. Parce qu'on est passé d'une politique coloniale, d'une économie qui était coloniale, à économie qu'on va appeler développement. Et l'économie de développement, elle date de 1960, hein. Elle ne date pas d'avant. C'est à ce moment-là, comme on n'est plus à la colonie, comme c'est les indépendances, comme il y a les nationalismes. Donc, on va dire que c'est la théorie qui est importante, c'est la croissance. Puis la croissance, c'est pas assez, on a dit le développement. Et il y a eu des critiques. Mais face à cette idéologie de développement, on a sorti un autre concept qui est, à mon avis, tout aussi idéologique, c'est développement endogène. Qu'est-ce qu'on entend par développement endogène? Est-ce qu'il y a un développement endogène en Afrique? Est-ce qu'il y a plusieurs développements endogènes? Est-ce qu'un même pays a plusieurs développements? C'est-à-dire on a construit un autre concept qui nous convenait idéologiquement, mais est-ce qu'elle reflétait vraiment la réalité? Parce que vous savez, après un siècle de culture arachidière, de café, de cacao, de transformation de on a complètement transformé nos économies. Or, dire que nous allons revenir à un développement endogène, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Parce qu'on n'a pas abandonné la culture de l'arachide, nous n'avons pas abandonné le café, ni abandonné le cacao, ni la banane. Alors, nous avons au plus essayé de faire, comment appelle-t-on ça, plusieurs agricultures, c'est-à-dire qu'on va faire de l'arachide, mais on va développer le riz, on va développer le mil, on va développer le maïs. Diversifier. Voilà, je cherche le terme. Diversification, on va faire une diversification des cultures. Mais est-ce que c'est vraiment endogène?
Parce que là, par exemple, au Sénégal, on a fait du riz, mais le bassin arachidier, qui est la région la plus riche du Sénégal, est toujours autour de l'arachide. On a mis un peu plus de mil, on a mis un peu plus de maïs. Alors, on a essayé de faire du riz dans le nord. C'était pas sa culture, mais comme il y avait un barrage, on a mis de l'eau, donc on a obligé les gens à se mettre au riz. Mais le riz n'est pas un développement endogène dans le nord. C'est un modèle qu'on a imposé. Donc, il faut faire très attention. Alors, si vous demandez aux gens, referez-vous à un développement endogène, C'est un peu comme l'authenticité, au fond. alors revenons à l'économie de subsistance. Il n'y a plus d'économie de subsistance. Non. Non, il y en a, mais l'économie de subsistance, ce n'est pas celle qui est le modèle dominant, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas celle qui est le modèle dominant dans nos pays. Dans nos pays, ce qui est dominant, je reviens, c'est l'ananas, c'est le café, c'est le cacao, c'est l'arachide. Et on fait des cultures de subsistance là où il n'y a pas de culture d'exportation. Et même quand on commence à le faire, on essaie de commercialiser et d'exporter. Par exemple, en Casamance, on faisait du riz, et ce riz était un riz de subsistance, mais progressivement, on commence à commercialiser progressivement, et après on fait aussi un peu de sucre, on fait un peu de légumes, parce qu'aujourd'hui, ce dont les paysans ont besoin pour vivre, payer des fournitures scolaires, payer l'impôt, les cultures de subsistance ne suffisent pas. Parce que là, on sont tournés, on a monétarisé nos économies, on a monétarisé nos modes de vie. Le mariage, c'est à coût d'argent. Les enterrements, c'est à coût d'argent. Donc, nous sommes dans des modèles qui sont plus endogènes. Alors, quand on parle de culture de subsistance, il faut faire très attention. Alors, on peut dire, par exemple, faire la culture biologique, c'est revenir à une certaine authenticité, c'est revenir vers des légumes bio. Mais même dans le Cap-Vert, les légumes que l'on fait sont des légumes qui ont été importés. Dans la carotte, le chou, c'est des cultures importées, mais qu'on a naturalisées. Et aujourd'hui, vous ne direz pas à un Sénégalais que quand tu fais de la tomate, c'est une culture importée. Donc, je pense qu'il faut quand même faire très attention. Moi, ce que je pense, c'est que nous sommes dans des schèmes différents. La manière dont l'Occident, dans un modèle économique fort, se bat pour renaturaliser, pour écologiser ses modes de vie, refaire son pain, refaire son fromage, Le modèle ici, il va être un modèle différent, parce que ce dont les gens ont besoin, c'est d'abord avoir des ressources et faire des productions dont ils peuvent se nourrir, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent vendre, mais surtout, c'est qu'ils essaient de se réapproprier des ressources qui sont toujours exportées à l'état brut. Aujourd'hui, si vous allez au Ghana et vous leur dites arrêtez de faire du café, du cacao et revenez à vos cultures de subsistance, le paysan ghanéen ne va pas vous écouter. Mais le paysan ghanéen et le petit planteur ghanéen, ce pourquoi il va se battre, c'est de se réapproprier sa matière première et transformer d'abord sa matière première chez soi en faisant alors du chocolat suisse, du chocolat ivoirien, en faisant de l'huile, en faisant du beurre, en faisant tout ce qu'on peut tirer d'un produit comme le cacao avant de l'exporter pour plus de plus-value. Alors, est-ce qu'on est revenu à l'économie de subsistance? Je ne sais pas, moi je me pose une question. Et plutôt c'est important parce que nos sociétés, rurales surtout, continuent à être sur un schéma social qui s'accommode bien de cette structure de la subsistance sans que les moyens et les résultats soient vraiment utilisés pour revenir à une économie de subsistance. Il y a toute une vague de débats autour de l'agriculture. Alors l'agriculture, c'était comment africaniser l'agriculture, comment rentabiliser l'agriculture, en pensant à l'homme comme paysan africain, sans voir les femmes parce qu'elles étaient ménagères. Et puis, quand même, je pense à
Ça va revenir. Il y a une économiste norvégienne, voilà, et qui va dire, mais vous parlez des femmes, et les femmes, elles sont dans les plantations de café, elles sont dans les plantations de bananes, elles sont partout. Il y a tout un travail qu'elles font et qui n'est jamais ni vu, ni comptabilisé, ni même inscrit dans aucun registre, alors qu'elles forment une main-d'œuvre très importante. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont main-d'œuvre très importante? Parce que dans les villages, les femmes travaillent et elles travaillent aussi à la terre. On n'a pas une femme musulmane, on n'a pas une femme, une paysanne. On n'a pas une femme en milieu rural sans cultiver, sauf si on est vieille, parce qu'on a cultivé pendant un temps et puis après on se retire. Parce que c'est une manière ontologique d'être dans cette terre. Ça faisait partie de ce que la culture leur demandait de faire. Bon, quand on a eu les cultures industrielles, elles ont effacé les femmes, même si elles ont continué à faire ce même travail qu'elles faisaient dans les cultures de subsistance. Elles sont dans un travail de la terre qui ne va pas retourner à l'économie de subsistance. Parce qu'actuellement, dans ce contexte africain global, on n'est pas dans le retour à l'agriculture de subsistance. Alors, il y a deux questions. Un, comment contrôler nos ressources pour que nos ressources nous appartiennent? Que l'Afrique cesse d'être une terre d'exportation des ressources agricoles, des ressources minérales, etc. Et deuxièmement, comment assurer la survie alimentaire? Parce que pendant que nous faisons des cultures d'exportation, nous importons du riz du Vietnam, qui est une ancienne tradition coloniale. Hein. On a mangé du riz du Cambodge, on a mangé du riz de l'Indochine. Et là où dans le pays Wolof, on mangeait, ou dans le Cap-Vert ici, on ne mangeait pas de riz, on mangeait du mil. Maintenant, on s'est mis à manger beaucoup plus de riz. Mais le modèle est devenu un modèle de l'économie mondialisée. Donc, c'est difficile. Et alors, je ne dis pas que c'est une utopie, mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention, parce que sinon, on va réenfermer les femmes, parce que ce rôle que les femmes jouent dans l'agriculture, c'est lié également à leur maternité. C'est l'image de la mère à la terre, l'Afrique mère. Donc, on a toute cette idéologie, mais ce dont j'ai un peu peur, d'abord, difficile de revenir à cette agriculture de subsistance. On peut en rêver quand on est en Allemagne, mais quand on est dans le bassin arachidier, un pays mouride, je ne sais pas où est-ce que vous allez réinstaller cette agriculture de subsistance. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est éviter que les femmes soient à nouveau replongées dans ce rôle capital, mais considéré comme secondaire autour d'un statut de mère, pas de productrice, ou en tout cas non pas de... Voilà, et... On va continuer à faire des ménagères. Alors les Français disaient qu'ils étaient ménagères, mais les Africains les considèrent également comme des ménagères. Hein, alors qu'elles étaient paysannes. Alors qu'elles étaient paysannes. Oui, la question que je me pose, c'est au fond, du coup, à partir de toute cette critique et de toute cette vigilance des féministes, des chercheuses sur le genre qui travaillent sur le continent, en fait, est-ce qu'il y a des modèles alternatifs, ou bien est-ce qu'il y a des voies, des chemins tracés? Parce que si ce n'est pas l'économie de subsistance... Tel que je connais l'économie de subsistance, pour l'avoir vécu, pas comme agricultrice, mais pas avoir été tout le temps quand même, l'Afrique n'en est plus là en ce moment. L'Afrique en ce moment, elle a besoin de moderniser son agriculture. Et moderniser son agriculture, c'est à deux niveaux. Un, assurer sa survie alimentaire, c'est indispensable. Arrêter de manger ce qu'on produit de l'extérieur. Deuxièmement, l'Afrique est un continent riche, avec des populations pauvres. Donc moi, ma vision, c'est que l'on puisse faire que ces populations qui soient pauvres puissent jouir de l'exploitation de leurs ressources, parce qu'on exporte, c'est les Africains qui travaillent pour les exporter. Et quand on les transforme ailleurs. Oui, les transformer sur le terrain. Parce qu'on a beau dire nous sommes dans l'économie mondiale, et nous sommes de plus en plus au centre de l'économie mondiale. C'est-à-dire que beaucoup de pays en Occident ont peu de ressources. Bon, elles ont la technologie, elles ont la science, elles ont les savoirs, elles ont les capitaux, mais elles ont besoin de ce qui se trouve en Afrique, elles ont besoin d'une main-d'œuvre africaine bon marché. C'est ce système qu'il faut casser. Alors, comment le casser? Ça, c'est une question. Et deuxièmement, quelle est la place des femmes dans un système? Donc, il nous faut, premièrement, repenser un modèle.
et deuxièmement, repenser un modèle avec les femmes. Mais je ne pense pas que l'économie de subsistance, à mon avis, bon, je ne sais pas vraiment. Alors, si vous revenez l'année prochaine, peut-être que je reviens l'année prochaine. J'aurais fait des progrès et je peux vous dire, non, définitivement, la Miami, c'est dans son laboratoire en Allemagne, bon, ça va. Mais nous, non. Ou bien je dirais, ah tiens, c'est vrai, elle avait raison. Ça nous arrive beaucoup aussi, de critiquer des idées, des débats venus d'ailleurs, de dire, ah non, ce ne sont pas les nôtres. Et puis, quelques mois ou quelques années plus tard, on revient en disant, tiens, c'est vrai que dans le contexte. Enfin, après, nous sommes quand même dans des mondes interdépendants. On a ce qui se passe pour les ressources en Occident nous intéresse, nous interpelle. Donc on revient l'année prochaine. Professeur Fatousso, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que notre débat a été utile. En tout cas, merci infiniment d'avoir pensé à moi. Merci à vous. Chaque contexte exige ses propres définitions. L'écologie n'a pas le même sens en Afrique ou en France. Mais ça ne veut pas dire que les Africaines doivent se fondre dans la définition française de l'écologie. Grâce à Fatousso, on arrive à entrevoir les réalités et les enjeux que doivent affronter les femmes africaines qui rivalisent d'initiatives pour créer un avenir qui leur convienne. Et on va continuer sur cette lancée la semaine prochaine en allant rencontrer la très grande Aminata Dramane Traoré qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions à Bamako, au Mali. Nous lui avons demandé de nous raconter les solutions concrètes qu'elle a pu mettre en place en tant qu'ancienne ministre de la Culture et que femme africaine. Elle nous parle d'économie, de famille, d'agriculture locale, de politique, de culture. Vous ne pouvez pas manquer cette vidéo. Cette série a été réalisée avec Marie Emta du podcast Afrotopic. Je vous conseille d'aller voir le travail gigantesque qu'elle réalise depuis 4 ans pour vous faire découvrir la complexité des alternatives politiques africaines. Aussi, on a besoin de vos commentaires, de vos partages pour que le maximum de personnes soient au courant de ces histoires. Donnez-nous votre avis, vos analyses, posez-nous vos questions. Et à la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette série de l'été. Ciao, ciao, ciao!